Alexis, salut, Bonjour, bienvenue sur le podcast Secret d'entraîneur. merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravi de te recevoir parce qu'on se connaît depuis un petit moment déjà. Pour la petite anecdote, on s'est rencontrés à l'époque où tu coachais un de mes anciens apprentis. C'était Robin. Robin m'a dit, Ouais. ouais. Et je t'avais invité sur une conférence à faire une première partie donc dans une des conférences que j'avais menées à la salle. Exact. C'était avec Olivier Bollier, je crois. Bollier. Ouais. Et j'avais été franchement ravi de ton travail. Tu étais jeune déjà? J'avais 20 ans, 19 ans. Ouais. Ouais. Et déjà, on sentait qu'il y avait une patte, Alexis Bachelet. Donc, raconte-nous un peu qui tu es. Alors, du coup, Alexis Bachelet, maintenant, je vais avoir 25 ans là, en décembre. Je suis préparateur en force athlétique, donc issu du cursus classique STAPS, donc à STAPS Montpellier. J'avais intégré le parcours force du coup en licence 3. Donc, le parcours force, c'est une branche de la licence entraînement sportif où on a une spécialisation un peu plus poussée, on va dire, sur la force athlétique, l'haltérophilie, mais aussi le culturisme, nutrition. En fait, on a des interventions plus précises que l'entraînement sportif classique. À la suite de STAPS, du coup, j'ai commencé le coaching en force athlétique au sein de ce cursus-là, puisqu'il y avait du coup un moment dans la formation où on devait encadrer les années précédentes. Donc quand on était en L3, on encadrait les L1 et les L2. Donc j'ai commencé à coacher comme ça. Et puis du coup, j'ai lancé tout mon système de coaching à ce moment-là. En parallèle, j'avais aussi du coaching présentiel, privé, que je maintiens toujours, mais avec un taux horaire bien moindre. Et puis voilà, je suis athlète aussi à côté. Je ne fais pas que du coaching, je m'entraîne aussi. Ouais, en force athlétique. Ouais. J'essaie au moins de maintenir 1 à 2 compétitions dans l'année pour rester dans le circuit parce que j'aime ça. Et puis pour montrer l'exemple aux athlètes aussi, il faut montrer qu'on se dépasse. Carrément, dirigé par l'exemple. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, tu as monté le collectif OPT. OPT. Est-ce que tu peux nous en parler, le fonctionnement? Ouais. Alors, OPT, on l'a créé sur ma fin de la licence 3. Donc avec 2 associés qui s'appellent toujours d'ailleurs Mehdi et Youssouf. On a lancé ça. Donc en fait, on avait tous les 3 un petit peu de coaching de chaque côté. Et on s'entraînait ensemble. On faisait notre formation ensemble aussi. Et donc on s'est dit, pourquoi pas créer un collectif dans l'idée d'arriver en compétition donc avec une team qui était relativement grosse, que les athlètes se retrouvent en compétition, qu'ils puissent s'entraider. Et nous aussi, dans notre système de coaching, pouvoir s'entraider sur notamment les coachings présentiels lors des compétitions. Donc typiquement, s'il y en avait un qui se déplaçait pour des compétitions en région parisienne, il pouvait encadrer les athlètes de ses associés et inversement. Donc ça, c'était vachement intéressant. Et l'idée de créer OPT, c'est parti de là. Donc okay. on a lancé ça. On a commencé avec une dizaine d'athlètes à 3. Et à l'heure actuelle, maintenant, donc on est 4 coachs. Youssouf n'en fait plus partie. On a 2 nouveaux coachs qui s'appellent Ludivine et Mohamed. Le 5e va rentrer en janvier. Et à l'heure actuelle, on a 170 athlètes à 4. C'est énorme. C'est du boulot. Ouais. Tu bosses beaucoup en distanciel? Oui. Du coup, on a la majorité... OPT, c'est que du distanciel. Et le seul présentiel qu'il y a, c'est pour les compétitions ou lorsqu'on organise des stages de cohésion, des choses comme ça. Ok. Je rebondis parce que tu es assez humble. Tu as quand même des athlètes internationaux en force athlétique, top internationaux, et beaucoup de top nationaux. Donc, c'est pas juste une petite boîte de coaching, c'est vraiment de la performance pure, quoi. En fait, on va vraiment du débutant qui ne fait pas de compétition. On l'initie à la force athlétique en le prenant. Tu vois, l'exemple typique, c'est quelqu'un qui fait de la musculation, qui se retrouve plus forcément dans sa pratique parce que ça manque d'objectivité. Tu t'entraînes un petit peu dans le vide, entre guillemets, et qui décide d'avoir un regard objectif sur sa pratique et qui se met à la FA. Donc là, on a des profils comme celui-ci. Donc vraiment du débutant jusqu'au titre d'international. Donc dans la team, on a déjà eu des champions du monde, des recordman du monde, etc. Donc on a un panel qui est très large et ça nous permet d'avoir une certaine capacité d'adaptation. Peu importe le profil, on va pouvoir s'adapter à la personne qu'on a en face. Ouais, c'est génial. Donc on a pas mal de thèmes à aborder aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a un que tu veux prioriser par rapport aux autres? Je suis apte à répondre à toutes tes questions, donc c'est toi qui décides. On parlait justement d'objectivité pour varier. Donc,
En force athlétique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 3 mouvements principaux. Squat, soulevé terre, développé couché. Tout est normé, c'est-à-dire qu'il faut arriver à tel angle, etc. Comment est-ce qu'on entraîne quelqu'un qui veut performer sur un mouvement maître? Est-ce qu'on reste sur le mouvement maître? Est-ce qu'on va voir d'autres choses? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors déjà, moi, il y a un principe de base que j'aime bien aborder et qui est essentiel à cette pratique, c'est s'entraîner avec des standards. On va s'entraîner différemment si on vise juste des performances pour soi et des performances en compétition. C'est 2 choses qui sont différentes. Il y a des standards à appliquer en compétition parce qu'on est régi par un arbitrage. C'est l'arbitre qui décide si le lift est bon ou pas. Et tu peux faire ton squat, faire un squat de 10 secondes parce que tu batailles pour la montée. Elle peut être refusée parce que tu n'es pas assez descendu. Ou parce que tu n'as pas attendu le signal pour raquer ta barre. Donc c'est très important parce que tu as beau développer ta force, si tu vises à optimiser et créer une performance en compétition, si tu n'as pas l'habitude de faire ça, ben, ta progression elle ne sert à rien, entre guillemets. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et là où tu veux en venir, c'est pourquoi le fait d'utiliser des variations va aider à optimiser ton mouvement de compétition. Exactement. Donc les variations, on peut trouver plusieurs buts à une variation. Soit c'est une variation qui va répondre à un ordre technique. Donc sur ton mouvement de compétition, par exemple, tu fais une montée en gamme, tu vas chercher une grosse intensité, tu isoles des points faibles sur ton mouvement. Donc tu vas pouvoir avoir des variations pour corriger ce point faible, donc à dominante technique. Et autre versant, tu peux avoir des variations qui vont servir à être auto-limitantes. Donc pas forcément une variation que tu vas placer pour te corriger, mais juste pour monter sur une certaine intensité, tout en modérant la charge max que tu vas pouvoir utiliser. Donc là, je te donne 2 exemples. Un athlète qui a l'habitude de faire son squat, mais qui manque de descente pour répondre aux standards dont on a parlé tout à l'heure. Là, tu vas pouvoir utiliser par exemple du pause squat. Ouais. Tu vas faire un 3 secondes pause en bas du mouvement, et le fait de faire cette pause-là, ça va aider l'athlète à imprimer une bonne position de barre. D'accord, une bonne position des hanches en bas du mouvement, etc. Il va avoir des repères kinesthésiques qui vont lui permettre d'automatiser ça. Donc ça, c'est une variation de technique. La variation auto-limitante, ça peut toujours être le pause squat. Donc la variation, elle peut servir à 2 choses sans la changer. Sauf que peut-être que tu vas placer le pause squat chez quelqu'un qui n'a pas de déficit technique au niveau de la descente, mais tu vas vouloir lui faire un bloc d'accumulation, par exemple, sur un hors-saison. Tu vas vouloir le faire monter sur une intensité haute, mais sans pour autant matcher avec son maxi. Donc si tu as un squat à 300, eh bien, tu peux peut-être passer un pause squat RPE 9, donc sur une grosse intensité, mais ça va le limiter à 2,80. Pourtant, il aura forcé à fond, mais tu auras la variation auto-limitante. Donc, suivant les stratégies que tu décides de placer, tu peux utiliser tes variations comme ça. Par exemple, dans cet exemple, ça te permet de monter l'intensité sans monter la charge. L'intensité perçue. Tu as une limitation de charge. Exact. À but soit de momentum, parce que tu décides de ne pas vouloir monter aussi haut à ce moment-là, ou à but prophylaxique, peut-être que ton athlète il a je sais pas, une petite douleur au dos ou quelque chose comme ça, donc tu décides de le solliciter quand même, mais en limitant la contrainte. Ok. Et comment est-ce que tu fais ce choix, toi? Ça va dépendre de la stratégie adoptée pour créer ton bloc. Si je vois qu'il y a vraiment un déficit technique, dans tous les cas, on va chercher à le corriger en priorité, parce que ça sert à rien de faire forcer ton athlète sur une base qui n'est pas stable techniquement. Donc déjà, caler les objectifs techniques dessus. Une fois que ça s'est réglé, si tu décides de faire un bloc d'intensité mais en modérant la charge, tu peux placer une variation limitante. Ok, génial. Et est-ce que ce travail, parce qu'on le sait par exemple, je te dis n'importe quoi, on prend la course lestée, on sait que ça dénature la technique. Est-ce que travailler beaucoup de front squat sur un bloc, ça dénature pas justement ton back squat et donc ton mouvement en compétition? En fait, tu as une notion de spécificité qui va rentrer en jeu. Et donc, tu peux classer tes variations avec, par exemple, 3 degrés de spécificité. Et donc, au plus tu vas t'éloigner du degré spé, au moins ça va transférer généralement sur ton lift. Après, on peut voir des individualités où tu as un front squat qui, initialement, est très peu spécifique, qui va très bien transférer sur le mouvement de compétition d'un athlète. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Okay. Donc le degré de spécificité, il diffère en fonction de l'athlète que tu as en face, en fonction de ses morphologies, ses points forts, etc. Ok, ça c'est en apprenant l'athlète, à connaître l'athlète. Est-ce que tu peux savoir ça? Oui, mais déjà avec une base de vidéos,
quand tu vois l'athlète bouger avec un pattern, etc., tu peux arriver à isoler des tendances quand même. Ok, tu en as isolé quelques-unes des tendances typiquement, tu vois, si tu prends un athlète qui a de très longs fémurs et donc une position pas du tout adéquate pour le squat, tu peux te dire que le front squat, ça va le mettre tellement en porte-à-faux vers l'avant et il va tellement avoir de difficultés d'exécution qu'il y a peu de chances qu'il transfère vraiment sur son mouvement de compétition. Alors qu'à l'inverse, si tu as un athlète qui a vraiment une morphologie, on va dire, haltérophile, avec des fémurs très courts, un buste long, etc., peut-être qu'il va être tellement vertical que son front squat, il va pouvoir le charger de manière conséquente et bien transférer dessus. Donc modèle brachyscale, macroscale, tout ça. Ok. Ça peut jouer. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres styles de profils? Par exemple, on parle souvent des profils aériens, terriens. Est-ce que ça, vous le testez aussi en FA ou pas? Terrien, aérien, en tout cas pour ma part, je m'en suis jamais soucié pour la force. Ok. Non. Cool. Mais c'est souvent soit la morphologie en termes de longueur de segment, soit la mobilité. Et les deux qui s'associent. C'est les deux variations que tu peux isoler. Et comme en haltéro, j'imagine que quand tu es long buste, membre court, tu es avantagé en force athlétique ou c'est une idée que je me fais? Alors pour le squat, oui. Pour le soulevé de terre, pas trop. Parce que si tu as un long buste, du coup, tu as un bras de levier qui est plus important. Donc automatiquement, tu dois plus lutter pour faire une antidéformation de ton tronc et donc réaliser ton lift. Donc fémur court, buste long, oui pour le squat. Mais typiquement, les athlètes qui sont très forts, c'est des athlètes qui ont beaucoup d'ouverture de hanches et donc des longs fémurs pour aller chercher des sumos en écartement maximal, avoir les hanches très proches et démarrer avec une position très verticale. Donc ça peut jouer. Et inversement, sur le développé couché, du coup, quand tu vas avoir une grosse cage et des bras super courts, tu seras bon. Par exemple, au soulevé de terre, si tu as des bras super courts, du coup, tu as plus de distance à parcourir et tu es obligé de plus te pencher en avant. Donc, tes axes sont plus défavorables. Donc, c'est rare quand tu as quelqu'un qui est fait pour les trois. Ça existe, c'est souvent des champions du monde, du coup, mais c'est assez rare. Ok, donc ça doit être intéressant parce que tu vas trouver pas mal de profils à très haut niveau et ça exclut pas directement certains athlètes, quoi. À très haut niveau, de toute façon, tu as toujours deux profils qui se démarquent. Soit tu as un spécialiste sur un mouvement et il prend tellement d'avance avec son mouvement que même si les deux autres sont un petit peu à la traîne, il va pouvoir compenser. Typiquement, on a, je te donne quelques noms, mais Enaoro, qui est hongrois et qui tire en 83 kg. C'est le recordman du monde actuel de deadlift. Il a un deadlift aux alentours des 380. Sur les premiers mondiaux, quand on est parti en Suède en 2021, donc il avait déjà 360, 370, donc un terre astronomique. Et au bench, il avait fait 125, ce qui est ridicule pour sa catégorie. Les bons dans sa catégorie, ils font 200 kilos environ. Donc, tu vois, il était quand même sur un top 5, voire un top 3, mais avec un bench de junior en moins de 66, tu vois. Et à l'inverse, tu peux avoir Taylor Atwood, donc c'est un des meilleurs athlètes de tous les temps, qui lui est équilibré et qui n'a pas vraiment de déficit ni de point fort. Il a un ensemble et même une morpho qui est équilibrée pour les trois mouvements. Ok, super intéressant. Ça laisse la porte ouverte vraiment à tout le monde, quoi. Oui, voilà. C'est pas parce que tu n'as pas une morphologie avantageuse que tu peux pas pratiquer la FA. Et puis la morpho pas avantageuse que tu vas avoir sur un mouvement, bien souvent, elle va compenser sur un autre. C'est vrai que la force athlétique, c'est un sport qu'on a vu arriver un petit peu avec les réseaux sociaux. Parce qu'il y a encore, 6 ans, personne n'entendait parler de ça. Et c'est ça qui m'avait intéressé, c'est que vous étiez intéressé à ça un peu avant l'avènement des réseaux sociaux, ou en tout cas on en voyait très peu. Et c'est vrai que pour des gens qui font de la muscu, qui ne savent pas trop pourquoi, ça donne un objectif. Donc c'est vrai que quand tu fais de la muscu, pas dans un but de préparation physique pour un sport, ça peut être assez intéressant d'avoir cette approche-là qui va te servir de guide en fait, tout le long de ta pratique. En fait, quand tu es débutant, tu vas observer des gains qui vont être rapides et surtout concrets. Car quand tu fais de la musculation au début, à part si tu te mesures les biceps tous les 3 mois, sinon les gains, tu les vois un petit peu dans le miroir, mais c'est difficilement quantifiable. Alors que si tu démarres avec un squat à 100 kg et que 2 mois après tu fais 120, tu es sûr d'avoir progressé et tu as cet aspect motivation. À l'inverse, par contre, quand ça fait très longtemps que tu en fais, si tu n'es pas carré niveau réflexion et niveau approche psy, on sait que les mecs qui font ça depuis 6-7 ans, moi je m'entraîne à l'année pour prendre 2 ou 5 kilos, tu vois, sur un mouvement.
Donc, si tu attends vraiment en retour à chaque fois une progression sur chaque entraînement, tu vas te heurter à un mur. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une discipline qui est assez dure parce que autant quand tu fais, je sais pas, sport co, tu vas maîtriser une technique, tu peux la mettre directement en application dans le jeu. Donc, tu peux avoir vraiment à chaque entraînement l'impression de progresser. Alors qu'en FA, tu peux passer 3 mois avec des barres qui stagnent et te dire je suis une merde, j'y arrive pas. Et en fait, le jour de la compète, tu vas te faire un plus 10 kilos et tu te dis putain, je l'ai pas vu arriver, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu traître comme discipline. En fait, la différence avec d'autres disciplines, c'est que, tu vois, typiquement, si tu prends le crossfit, qui est un sport, on va dire, parallèle, parce qu'il y a des dominantes de force, etc., un crossfitter, il va être capable d'exprimer de la force max, de la puissance, de la vitesse, des choses comme ça, toutes les qualités physiques qu'on peut retrouver, de manière à peu près constante et quotidienne. Tu as une phase d'affûtage pour les compétitions, mais le gain de l'affûtage, il est beaucoup plus faible que dans un sport comme le nôtre. Donc, on va avoir une progression qui va être équilibrée et la capacité à solliciter, à avoir des performances qui sont à peu près constantes. Chez nous, en fait, tu as une phase qu'on appelle le taper, donc cette phase d'affûtage, qui va être, quand elle est maîtrisée, absolument énorme. C'est-à-dire que tu peux voir des variations de forme sur des mouvements, tu te demandes d'où ça sort. Tu peux très bien avoir, je sais pas, pendant ta prépa, un soulevé de terre à 270 où vraiment tu vas galérer. Et le jour J, tu peux peut-être sortir 290, tu vois, faire un plus 20 kg, juste avec cette phase d'affûtage et la gestion de tes intensités, tes volumes et ta récupération. Donc nous, on se prépare à être fort 1, 2, 3 fois dans l'année, mais pas plus. Donc tout ce processus d'entraînement, tu n'es pas censé être fort sur le moment où tu t'entraînes à chaque fois. Tu es censé être fort à la date pour laquelle tu te prépares. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal dans certains sports où on veut être bon. Enfin, on reprend les sports co. Toutes les semaines, il y a match. Toutes les semaines, je dois être fort. Et c'est difficile à faire comprendre à certains entraîneurs ou joueurs qu'on ne peut pas être au top niveau 7 jours sur 7. Il y a effectivement des gros pics qu'on peut mettre en place dans l'année. Et toi, comment est-ce que tu gères justement ces pics? Comment est-ce que tu y arrives? Donc, comment est-ce que tu gères tes blocs? Et comment tu gères ton affûtage? Alors, déjà, il faut arriver à prioriser des échéances. Déjà, en FA, généralement, on n'a pas trop de mal parce qu'il n'y a pas énormément de compétition non plus. Tu vois, quelqu'un qui, comme moi, fait de la compétition, entre guillemets, pour le plaisir et maintenir ce côté-là, moi, je vais faire 2 compètes dans l'année. Pas plus. Quelqu'un qui est à niveau national, il va faire une qualif, un championnat de France, et derrière, il peut refaire une autre compétition comme ça, ou un championnat de France d'essai. Donc, tu vois, il va avoir 3 échéances. Là où tu vas en avoir un petit peu plus, c'est si tu es international. Et tu vois, j'ai déjà des athlètes qui en ont fait 5, 6. Donc, ça fait une compétition tous les 2-3 mois. Là, ça commence à taper en FA, surtout quand tu en as des rapprochés. Si tu as une compétition avec 4 semaines d'intervalle, c'est très, très court, parce que tu as à peine le temps de récupérer qu'il faut déjà remonter. Et donc là, du coup, la réponse, elle est moins bonne. Ok. Et généralement, pour les blocs, le schéma, on va dire classique, parce que c'est toujours individualisé en fonction de la personne. Tu as toujours, enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. J'ai toujours ce que j'appelle un bloc d'introduction, où je vais démarrer avec des stimulus qui sont légèrement plus faibles en termes d'intensité et de volume. Donc typiquement, si mon athlète il supporte 12 séries de squats par semaine, je vais taper avec un step en dessous à 9-10 séries. Pareil au niveau de l'intensité. S'il a l'habitude d'être haut en intensité, je vais réduire un petit peu d'un cran. Et je vais faire comme ça 2 à 4 semaines d'introduction pour commencer à le lancer et le familiariser avec ses mouvements, par exemple à la suite d'une compétition où il va vraiment se désadapter. Donc une phase d'intro, ensuite une phase de construction, ça peut durer 2 à 3 blocs. Donc un bloc généralement c'est 4 à 6 semaines. Donc tu as 10 semaines environ, une dizaine de semaines de construction, où là tu vas chercher à établir une grosse base, la plus grosse possible en fait. Et tu vas avoir des athlètes qui vont plus répondre à une construction en intensité, et d'autres athlètes qui vont plus répondre à une construction en volume avec une intensité plus basse. Donc ça dépend qui se présente à toi. Et à la suite de cette intro et cette construction, une phase de picking. Donc ça, c'est un dernier bloc avant la compétition, de 3 à 6 semaines toujours, suivant qui tu as. Et là, sur ce picking, en fait, tu vas simplement exploiter ce que tu as construit en amont. Donc il y a plein d'athlètes qui se concentrent que sur le picking, mais si tu n'as pas fait une bonne construction, en fait, tu ne peux pas créer un potentiel plus haut que celui avec lequel tu arrives. C'est juste une phase d'exploitation où tu te mets en confiance, où tu te familiarises avec des charges un petit peu plus hautes. Mais ce n'est pas là où vraiment tu vas développer ton plein potentiel. Okay.
Donc, tu as ces 3 à 4 semaines de picking où tu montes en intensité. Et la dernière semaine, généralement, c'est une phase de taper, donc de décharge. Et là, c'est très charnière parce qu'il ne faut pas que tu cherches à trop te décharger en intensité et en volume parce que tu risques de passer en désentraînement. Si tu passes en désentraînement, ta perf est moins bonne. Par contre, si tu fais pas une assez grosse décharge, bah, du coup, ton niveau de fatigue il reste trop haut et du coup, ta perf n'est pas bonne non plus. Donc, c'est toujours sur le fil. Et c'est pour ça que les phases de taper et les pickings, généralement, je fais des updates semaine par semaine pour avoir un feedback instantané et ajuster à chaque fois. Parce que si tu programmes trop en avance, tu ne pourras pas assez vite réagir et avoir quelque chose de très adapté. Et sur le style de programmation, de planification, plutôt, tu priorises quoi? Les planifications donc par bloc 3-6 semaines, c'est des blocs, je dis n'importe quoi, un bloc intensité, un bloc volume. Est-ce que tu fais de l'ondulatoire? Est-ce que tu fais vraiment de la progression continue? Qu'est-ce que tu mets en place? Et selon ce que tu mets en place, pourquoi? Alors, ce qu'on peut voir chez les coachs de force athlétique, les différentes programmations, c'est que très souvent, les têtes d'affiche, ceux qui fonctionnent beaucoup en termes d'entreprise de coaching, ont leur méthode à eux, assez figée, avec un modèle précis. La différence avec nous, c'est que je suis sensibilisé un petit peu à tout ce qui se fait. Donc, pour ceux qui connaissent, le Westside classique, le RTS, le TSG, enfin ça c'est un peu plus spécifique. Donc j'ai une connaissance d'à peu près toutes les méthodes qui se font. J'ai déjà tout testé, enfin tout, une bonne partie. Et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser la méthode qui convient pour l'athlète que j'ai en face. Donc j'ai pas la méthode OPT, j'ai la méthode OPT qui est composée de toutes les méthodes qui existent et je m'adapte à qui vient me voir. Et pour l'individualiser encore plus, tu peux avoir un mouvement qui répond à une méthode, un autre mouvement qui répond à une autre méthode et un autre mouvement à une autre méthode. Donc c'est là où j'ai pas de modèle précis en fait. J'ai le modèle qui convient à mon athlète. Ok. Si je repars sur cette planif-là, quel est l'avantage de planifier sur du bloc ou sur l'ondulatoire ou sur une autre méthode? Est-ce que chaque méthode a des points forts et des points faibles, j'imagine, en tout cas en force athlétique? Est-ce que tu peux nous dire quels sont ces points forts, points faibles pour chacune des méthodes? Alors je vais te dire plutôt pour quel profil je les utilise, qui sera plus parlant. Typiquement un ondulatoire, donc on peut prendre un bloc ondulatoire qui va durer 6 semaines, admettons, où je vais avoir 3 semaines d'intensité, 3 semaines d'intensité plus modérée. Donc on peut faire une première semaine haute en intensité, une deuxième basse, troisième haute, et ainsi de suite. Et ça va bien répondre à un athlète qui va avoir tendance à avoir ce qu'on appelle un crash assez rapide. Donc il va mal tolérer l'intensité fréquente. Et ça, je l'utilise souvent sur le soulevé de terre chez des athlètes qui ont des gros niveaux de force. Parce que quand tu fais un soulevé de terre à plus de 300 kg, eh ben, l'impact nerveux, il est énorme. Donc, tu vois, typiquement, moi, j'ai Pierre Renaud qui avait le record du monde encore il y a 2 ans sur le soulevé de terre. Donc, il fait 338 kg en moins de 83. C'est une très grosse performance. Et donc, lui, ce qui avait bien fonctionné, c'était faire une semaine 1, par exemple, où il va aller faire un 310, une semaine 2 où il va décharger à 280, une semaine 3 un peu plus haute que la première à 315, puis 290, puis 320. Tu vois, ça fait un petit peu une courbe montante et descendante. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler de l'ondulatoire, mais intégré à son mouvement et intégré à son bloc. Donc ça peut être un premier modèle. Et après, tu peux avoir d'autres athlètes qui vont monter sur quelque chose de très linéaire et très progressif sur 5 semaines, où on va démarrer assez bas et où on va faire une incrémentation de 3, 4, 5% par semaine de manière continue jusqu'à arriver à un top en semaine 5. Et si c'est quelqu'un qui tolère bien l'intensité, ça peut bien fonctionner. Et quand je te disais que ça s'individualisait au sein du mouvement, faire 5 semaines de montée très linéaire et progressive sur un soulevé de terre, ça ne se fait pas ou très peu, parce que ça va laisser trop d'impact. Par exemple, un développé couché, là, c'est un mouvement où tu peux plus accumuler de fréquence, plus accumuler d'intensité. Et donc ça, tu peux typiquement le laisser de manière linéaire et classique en étant sur des intensités hautes assez souvent. Donc ça dépend de qui tu as et comment il répond. Et justement, là, tu parlais d'incrémentation en pourcentage. Ce que j'aime beaucoup dans la force athlétique et ce dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est votre utilisation du RPE. Dans le sport traditionnel, on va dire, hors FA, parce qu'il n'y a qu'en FA où j'ai entendu parler de ça à la base,
C'est vrai que c'était les premiers à l'utiliser de manière précise au sein de la séance et même au sein d'un mouvement. C'est ça. Avant, moi je l'avais vu c'était des entraînements de pilotes d'avion, de chasse et de voltige qui utilisaient le RPE pour quantifier en fait la fatigue qu'ils avaient ressentie après un vol. Ok. Mais c'est vrai qu'en FA, ça a été utilisé, ça a été quand même dans les précurseurs à ce niveau-là. Parce que dans tous les sports, le but c'est que le RPE, ça soit l'indicateur de la fatigue perçue pendant tout l'entraînement. Oui. En force athlétique, vous allez chercher sur chaque rep, il y a un RPE associé. Chaque série, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ? En fait, du coup, comme tu dis, tu as 2 utilisations. Dans 90% des cas dans les sports, tu sors de ta séance de rugby, par exemple, le RPE, il est à temps parce que j'ai senti telle fatigue. Chez nous, tu peux très bien programmer toute une séance sans aucune charge et sans aucun pourcentage. Donc, typiquement, ça va peut-être ressembler à du compétition squat, 1 fois 3 répétitions, RPE 7. Donc là, tu sais que ton triplé doit être RPE 7. Et nous, on a du coup une échelle où tu quantifies le RPE 10 comme ton max, le RPE 9 comme 1 rep en réserve, RPE 8 comme 2 reps en réserve, RPE 7 comme 3 reps en réserve, et c'est dégressif. Généralement, on ne tombe pas en dessous de 6, parce qu'après, c'est trop peu précis. Et ça, c'est vrai que tant que tu ne l'as pas utilisé, et même pour les entraîneurs d'autres sports, c'est très abstrait. Et je suis sûr qu'il y a plein de monde qui n'y croit pas spécialement à cette utilité-là et la précision que ça peut avoir. Mais quand tu le corrèles à une grosse expérience de la part de l'athlète, ça marche très bien et on a des champions du monde qui s'entraînent que comme ça. Et je trouve ça beaucoup plus pertinent parce que ça tient en compte de la fatigue du jour. C'est-à-dire qu'on a tous vécu ça, tu te lèves à 8h, tu as ton entraînement de muscu à 9h, je dis n'importe quoi. J'ai mal dormi parce que le voisin il a fait du bruit, parce qu'il y avait un moustique, parce que tu trouves toutes les excuses que tu veux. Ton pourcentage du 1RM que tu avais calculé il y a X temps, il n'est pas valable parce que j'ai pas bien dormi, je ne ferai pas les mêmes perfs. Et à l'inverse, j'ai super bien dormi, je suis en forme. Mon pourcentage de 1RM que j'avais testé quand j'étais fatigué 2 semaines avant ou 3 semaines avant, il est plus valable. Donc avec cette méthode du RPE, tu es là le jour J. Et c'est en fonction de tes sensations sur l'instant. Et je trouve ça génial. Moi, je sais que je n'utilise plus que ça. Grâce à toi en partie, parce que c'est toi qui l'avais fait connaître à Robin, qui me l'avait fait connaître. Et je trouve ça 10 fois plus pertinent qu'un pourcentage de 1RM. En fait, ça prend plus son sens parce que du coup, tu peux même aller jusqu'à dire que chaque jour, tu as un RM qui diffère en fonction de tes facteurs externes et même des facteurs de programmation. Parce que si je crée une grosse fatigue, par exemple, sur mon squat en début de semaine, peut-être que le mercredi, mon 1RM théorique, il va passer de 260 à 250. Et inversement, ça va fluctuer comme ça. Après, moi, j'aime bien l'utiliser également avec des indicateurs. C'est-à-dire que je vais mettre un RPE 7 par exemple après mon triplé. Et ça, je vais le corréler avec une fourchette de charge. Parce que ce qu'on peut voir aussi, c'est que du coup, comme dans toute méthode, tu as des dérives. Et donc l'athlète, il se peut qu'il fasse ce qu'on appelle un undershoot ou un overshoot. Et donc là, il va mettre plus lourd que son RPE, donc il va le dépasser, ou moins lourd que son RPE, il va rester sur une sous-sollicitation. Si tu le cadres avec une fourchette, donc typiquement tu mets 1 x 3 RPE 7 compris entre 100 et 115 kg. Là, ça va lui donner une indication et tu peux même lui dire commence par faire ton triplé à 100 kg. En fonction de comment tu te sens, si tu n'es pas au RPE, tu peux monter, mais par contre, tu ne dépasseras pas 115. Et là, ça te permet de poser des barrières et des limites pour garder un cadre et toi donner une meilleure direction à ce que tu veux et ce que tu attends. C'est génial. Suivant le profil. Ouais, dans tous les cas, le RPE demande un apprentissage, que ce soit la méthode classique ou la méthode force athlétique. Donc, que tu le fasses dans un sens ou dans un autre, c'est bien. Et là, au moins, ça guide. Parce que dire à un athlète, la séance lactique d'aujourd'hui, c'était du RPE 9, t'en sais rien en fait. Parce que tant le lactique, lui, il le supporte bien et ce que l'autre est en train de vomir, lui, il est bien. Donc, ça demande un temps d'apprentissage qui est assez long, les RPE, mais je te rejoins. Enfin, c'est magique une fois que c'est utilisé parce que tu es beaucoup plus précis et beaucoup plus subtil dans ton entraînement. Après, tu peux avoir un athlète qui sait se gérer au RPE sur les 11 mois de l'année. Et une fois arrivé à l'approche de la compétition, le picking, vu qu'il y a énormément de doutes qui se mettent en place, soit il va avoir peur et il ne va pas assez charger, soit il va vouloir brusquer le processus et mettre plus que ce qu'il aurait dû mettre initialement pour se dire, bon, là, si je passe ça à la compétition, je vais pouvoir faire ça. Tu vois,
Ça, c'est la pire erreur qu'il y ait. Donc, quand ça arrive une fois, après, tu essaies de le cadrer avec des fourchettes de charge. Et encore une fois, je ne programme pas tout le monde au RPE. Il y a des athlètes qui ont, par exemple, aucun RPE sur leurs gros mouvements et des RPE que sur les mouvements d'assistance, par exemple. Tu vois, sur le curl biceps et le face pull, là, ils sont RPE 8-9. Mais par contre, les gros lifts, ils n'arrivent pas à le gérer, même en ayant beaucoup d'expérience. Et du coup, c'est des fourchettes de charge ou des charges fixes. Donc, encore une fois, je n'ai pas de modèle précis. Ça dépend à qui je m'adresse. Tu vois. Super. Et justement, dans tes séances, est-ce que tu bosses toujours les 3 mouvements? Est-ce que tu vas spécifier? Comment est-ce que tu fonctionnes pour programmer ta séance? J'ai de tout. De manière générale. J'ai des athlètes qui, dans une semaine d'entraînement, ils ont 2 à 3 SBD. Donc, quand on dit SBD, c'est dans la même séance le squat, le bench et le deadlift. Donc, 3 fréquences de 3 SBD. Donc là, typiquement, tu vois, mon associée Ludivine, elle est championne d'Europe en titre. Et là, on part la semaine prochaine en Roumanie pour tenter le titre mondial. Elle a du coup 3 SBD par semaine. C'est une tolérance qui est énorme. Et le noyau d'athlètes qui peut supporter ça, il est très faible. À l'inverse, j'ai des athlètes de grosses catégories qui sont, par exemple, en moins de 110 kg, qui, lui, va tolérer un squat, un deadlift et 2 bench par semaine. Espacés sur 4 séances. Donc, il va avoir que le squat, puis que le deadlift et le bench au milieu. Donc, tu peux avoir vraiment de tout. Ça dépend vraiment de tes profils. Les fréquences, généralement, sur le squat, elles vont de 1 à 3 squats par semaine. Sur le bench, elles vont de 2 à 5 bench par semaine. Donc, tu peux avoir un bench à chaque entraînement, parce que c'est un mouvement que tu tolères mieux. Et sur le deadlift, 1 à 3 deadlifts par semaine. On le disait tout à l'heure, c'est vraiment l'impact nerveux qui est compliqué à gérer. Comment est-ce que tu fais pour récupérer de ces efforts-là? Est-ce qu'il y a des méthodes particulières? Est-ce que c'est classique nutrition-sommeil? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, déjà, l'impact nerveux, pourquoi il est important? C'est par rapport à la charge utilisée qui crée une fatigue systémique et le nombre de ressources qui sont mobilisées pour réaliser la performance. Donc, pourquoi le bench, c'est moins impactant? Tout simplement parce que j'ai moins de masse musculaire qui est sollicitée. D'accord, j'ai généralement que le haut du corps, à part mes appuis qui sont, on va dire, en aide, mais ce n'est pas lui qui fournit l'effort. Tandis qu'un soulevé de terre, on le sait, c'est le mouvement qui sollicite le plus de muscles au monde. Donc là, ça sollicite beaucoup plus de nerveux aussi. Ça, la charge, du coup, et aussi l'état dans lequel tu te mets. Si tu es un athlète on aime bien dire le mot hype, le fait de se hyper, c'est le fait vraiment de se booster, se motiver. Il y en a qui deviennent un petit peu fous, d'autres qui se hype un petit peu dans leur coin. Mais du coup, quand tu mets vraiment toutes ces ressources en œuvre et que tu les cumules les unes aux autres, si tu mets tout à fond, tous les curseurs à fond, là, tu vas avoir une grosse phase de down après. Maintenant, les techniques pour récupérer, pour moi déjà, 80-85% du boulot, nutrition, hydratation, sommeil. L'autre part, on a bien sûr la supplémentation. Sur tout ce qui est récupération nerveuse, un bon complexe de magnésium assimilé avec de la taurine et de la B6, quand tu cumules les trois pour optimiser sa biodisponibilité, ça c'est un très bon point. Et après, tu vas avoir toutes les techniques de récupération qui vont être à viser à détendre en fait ton système nerveux sympathique pour passer plutôt sur le parasympathique. Donc là, ça peut être de la marche, de la technique de respiration nasale, du massage ventral et des choses en fait qui te détendent. Il y en a qui utilisent les bains froids, d'autres les bains chauds. Tout dépend du profil. Ouais, ça dépend ce que tu cherches à faire aussi. Et ça, comment est-ce que tu le mets en place avec tes athlètes? C'est des conseils généraux et chacun adapte en fonction de ce qu'ils veulent? Ou pareil, tu vas programmer ces phases de récup? Alors, c'est jamais général puisque j'ai un suivi qui est individualisé avec chacun. Les tendances, elles peuvent l'être, mais par contre, quand je vois que l'athlète est en... J'aime pas dire surentraînement, parce que pour moi, c'est pas trop du surentraînement, c'est plus de la... Surmenage. Ouais, mais c'est plus de la sous-récupération. Donc, quand je vois que ça manque de récup, là, je mets un petit point d'honneur à lui dire essaie d'augmenter peut-être un peu plus ton quota de sommeil, ajoute une sieste de 20 minutes dans un endroit calme, assez frais, ferme les yeux, ou alors ajoute un petit peu de technique de respiration, un peu de cohérence cardiaque. Est-ce que ta complémentation elle est bien faite en ce moment? À combien tu es en termes de dosage? Essaie d'augmenter un petit peu les dosages. Pareil, tu vois,
On a souvent de l'utilisation de stimulants, comme la caféine, d'autres qui utilisent l'ammoniac avant leur passage. Tous ces stimulants-là, ils se cyclent, comme la hype d'ailleurs. Ça se cycle en fait. Et donc, sur un bloc de 4 semaines, si tu prends, 300 mg de caféine dès le début de ton bloc, et que tu restes sur 300 mg de manière constante, tu n'as pas cette phase de momentum, et du coup, tu vas en fait sursolliciter tes glandes surrénales, et donc ton système nerveux, il va cracher très rapidement. Tandis que si tu cycles avec une première semaine où tu prends rien, une deuxième à 100 mg, 200 mg, et tu termines à 300, pour ensuite décharger jusqu'à la compétition, là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus logique. Pareil pour la hype, si tu as un max à 250, ne t'énerve pas comme un fou à 220. Tu vois, tu n'en as peut-être pas besoin. Il faut garder ces cartes pour la suite, parce que sinon, tu coupes rapidement. Et comment tu gères justement cette hype? Est-ce que chacun a ses process perso? Comment est-ce que tu le mets en place en compète, à l'entraînement aussi? Enfin, voilà. Comment est-ce que tu gères cette hype, sachant que des fois, c'est totalement involontaire? Alors, quand c'est involontaire, c'est quelqu'un qui ne sait pas maîtriser son entraînement. Quelqu'un qui sait maîtriser, c'est quelqu'un qui a ses routines bien établies au préalable et qui va tout le temps refaire la même chose. Okay. Alors, quand l'athlète va aborder peut-être un 3x8 en hors-saison, il ne va peut-être pas utiliser cette routine-là. Mais tu as des routines, quand tu arrives sur une certaine intensité, que tu dois répéter. Elles doivent être fiables, connues par cœur. Tu vois, typiquement, là, moi, si tu me demandes maintenant, je sais exactement ce que je fais sur la minute ou les 2 minutes qui précèdent mon squat, avec chaque mouvement, chaque visualisation, ce que je me dis parce qu'on se parle aussi, et ce que je dois faire exactement. Donc ça, si c'est connu et calibré, du coup, tu laisses moins de place à la phase aléatoire. Et donc ça, c'est une hype qui peut être bien dirigée. Quelqu'un qui fait, généralement, quand tu vois un athlète qui fait beaucoup de choses, et vraiment dans le désordre, et que d'une répétition à l'autre, il refait des choses qui ne sont pas cohérentes et qui ne refait pas de la même façon, déjà tu peux te dire qu'il y a quelque chose à creuser. Après ça touche plutôt du côté prépa mental. C'est pour ça que nous on collabore aussi avec un prépa mental. Mais déjà de notre côté, si on voit quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens et qui ne refait pas la même chose, tu peux l'aider à se cadrer. Moi j'aime bien leur faire noter en fait, en amont, leur routine. Tu le mets à l'écrit. Et pendant 1, 2, 3 semaines jusqu'à ce que ce soit intégré, avant que chaque passage, du coup, tu lis ta routine pour l'intégrer et tu essaies de la refaire et de la reproduire jusqu'à ce que ça soit maîtrisé. Et donc, voilà. Ouais, c'est des formes d'ancrage finalement que vous mettez en place. C'est des ancrages, c'est des ancrages. C'est de la prépa mentale. Ok. Et pour la hype, ouais, tu as des athlètes qui vont être beaucoup plus centrés sur eux-mêmes et qui vont intérioriser ça. Tu vas pouvoir en voir qui vont même jusqu'à pleurer en fait avant leur barre, qui se mettent dans des gros états mais intériorisés, qui vont pas crier, qui vont pas s'exprimer, qui vont pas te parler, juste rester dans son coin. Tu l'appelles, tu passes ta barre en compétition et le mec il arrive en pleurant. Bon, si t'as pas l'habitude de cet athlète, tu peux te poser des questions. Mais ça marche pour certains et d'autres qui je prends mon cas perso, mais moi je me tape la tête dans les murs et je crie, tu vois. Mais c'est pas pour autant que c'est un manque de concentration. C'est quelque chose qui est maîtrisé et qui est fait à chaque fois depuis maintenant des années et qui augmente vraiment significativement la performance. Je te redonne un exemple, mais pendant une préparation, généralement, tu as du coup ton top 7, c'est la barre la plus lourde et juste avant, tu as ton dernier warm-up. Quand je fais ma barre la plus lourde de la dernière prépa, c'est 250. Juste avant de passer à 250, je fais un 225 où je me hype très peu pour pas mobiliser toutes mes ressources. Et où là, ça passe sur, on va dire, un RPE 7-8. Et ensuite, quand je me mets vraiment en condition pour mon 250, la barre, je la repasse à peu près 7-8 alors qu'il y a 25 kg de plus. Ça a vraiment un très gros impact sur l'athlète, le fait de pouvoir se mettre dans ces conditions-là. Et ça, c'est des choses qui demandent parfois des années à mettre en place. Oui. Comment est-ce que tu gères ça avec un débutant? Est-ce que tu l'introduis directement? Est-ce que tu attends vraiment un certain niveau d'expertise ou vraiment tu en parles avec n'importe quel athlète? Ça dépend de la maturité de la personne déjà, et ça dépend de son passif aussi. Si j'ai un athlète qui commence l'AFA, mais qui a fait 10 ans de gym avant, ou 10 ans de sport de combat, ça va être totalement différent en termes de prise en charge qu'un débutant qui vient de la muscu depuis 1 an. Parce que l'athlète ne se connaît pas et n'a pas l'habitude de mettre en place ces petits gris-gris de sportifs, tu vois. Pareil, si tu as un sportif qui était que loisir et qui est passé
qui est passé compétiteur. C'est aussi des choses qui sont différentes à mettre en place. Si j'ai vraiment un pur débutant, ça sert à rien de parler de hype, tu vois. C'est vraiment... Déjà, quand c'est un débutant vraiment de base, il n'y a pas de compétition pendant un petit moment. Donc la hype, c'est un truc en plus à avoir ensuite pour optimiser ta performance. Mais déjà, il faut apprendre à squatter, bencher et faire du deadlift correctement avant de faire ça. Ça me fait rire parce que moi aussi, j'avais des rituels en judo. Oui. C'était toujours le caleçon de compétition. Il n'y en avait qu'un, c'était obligatoire. Oui. La ceinture rouge de compétition. Et je me frottais tout le temps les pieds, et je me frottais les mains, etc. Et je me frottais les joues. Et ça faisait rire absolument tout le monde, parce qu'ils me disaient « Mais pourquoi tu te frottes les pieds ?» Je dis « Parce que si j'ai des mauvaises sensations sur mes pieds, c'est mort, je perds mon combat. » Et donc ça me fait rigoler. Tu as des petits repères comme ça à chaque fois. Moi, tu vois, sur les matins avant mes gros entraînements, ou juste après ma sieste avant mon entraînement, moi, je serre les poings de toutes mes forces. Et en fonction de comment j'arrive à serrer, je sais si mon système nerveux il est apte ou pas. Parce que tu sais, dans des équipes, ils utilisent les pinces pour les forces de préhension. Moi, je me fais une pince tout seul, tu vois. Et je serre de toutes mes forces. Et vraiment, je sens la différence de est-ce que je suis en forme ou pas. Ok, putain, je trouve ça génial. Pareil pour les raideurs articulaires. Si sur mon warm-up, je sens que ma hanche, elle couine un petit peu, bah là, je sais que mon système nerveux, il est impacté. Et donc, ça va être un petit peu plus dur. Et donc, tu vois, ces petits repères, quand tu te connais, bah, c'est ça qui va t'aider à justement ajuster la charge pour faire un bon RPE. Parce que si tu vas avec une charge en tête alors que tous les repères sont pas bons, bah, du coup, tu risques de passer à travers ta séance, quoi. Ouais. Et tant qu'on est dans la prépa mentale, je en profite. Est-ce que tu utilises la visualisation ? Personnellement, oui. Ouais, et sur tes athlètes aussi ou pas ? Alors, je leur conseille, je leur donne quelques clés, mais après, c'est pas mon boulot non plus. Ok. S'ils veulent vraiment un suivi de prépa mentale pour optimiser leur visualisation et vraiment avoir quelque chose de cadré, adresse-toi à quelqu'un dont c'est les compétences initiales. Donc oui, je les guide là-dessus, mais s'ils veulent aller plus loin dans ce type de précision, moi je les redirige vers mon collaborateur qui gère ça, quoi. Ok, génial. On continue dans le mental. Si on parle de saturation mentale, parce que c'est un sport assez monotone, la FA, qui taxe beaucoup le nerveux. Et on sait qu'il y a beaucoup de saturation mentale dans ce sport-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Typiquement, la saturation mentale, encore pour un exemple concret, c'est quand tu vas avoir un athlète. Bon, déjà, il faut s'entraîner depuis un petit moment. Parce qu'au bout de 3 mois, tu ne satures pas mentalement. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'extérieur. Mais en partant du principe que les facteurs externes vont bien à l'extérieur, que ça fait longtemps que tu t'entraînes, tu peux avoir une certaine part de monotonie où, du coup, tu as beau mettre en place tel ou tel type de méthode sur ta planification, que le coach adopte tel ou tel type de discours, ça ne bouge pas forcément. L'athlète, même des fois, il régresse, il se blesse, et tu sens des retours qui sont un petit peu négatifs de manière récurrente. Là, il faut se poser des questions. Souvent, ça vient d'un manque d'objectifs. Tu vois, si typiquement, tu as un athlète qui est un petit peu blessé, du coup, tu décides de ne pas faire de compétition pendant un moment. Le fait d'aller à l'entraînement et se préparer un petit peu dans le vide sans avoir vraiment d'objectifs précis et de savoir pourquoi tu fais 10-15 heures d'entraînement par semaine, c'est compliqué. Et surtout quand tu as des entraînements qui se ressemblent à chaque fois, les mouvements sont souvent les mêmes et on le sait, du coup, on n'est pas là pour se tester. Donc des fois, tu as des phases de volume où c'est chiant en fait, tu vois. Faire un 4x8 pendant 5 semaines en augmentant de 2,5 ou 5 kilos, il y a mieux en termes de fun. Donc là, tu peux observer des saturations mentales et il faut être à l'écoute de ça en tant que coach, mais même en tant qu'athlète, si tu n'es pas coaché, apprendre à prendre un petit peu de recul. Et tu vois, là, j'ai une athlète, j'ai eu le cas hier, elle est blessée au bas du dos, donc elle a des gros spasmes au niveau de la région lombaire. Donc là, c'est impossible pour elle, depuis 2-3 semaines, de faire du soulevé de terre et du squat. Ça arrive, on sait que la performance sportive, elle est corrélée aussi au risque de blessure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en stand-by squat et deadlift. On la redirige vers un kiné compétent pour prendre en charge sa réhabilitation et de remettre un petit peu de stress et de charge progressivement. Et à côté de ça, du coup, elle, initialement, elle se préparait pour l'AFA. Elle est très forte au développé couché. Donc, on va faire un gros focus sur le développé couché pour faire exploser le couché
puisqu'on n'a plus les sollicitations du squat et du deadlift, en plus ça va monter, parce que tout le nerveux sera centré là-dessus. Et on va faire un petit axe de développement avec ce qu'on appelle du street lifting, donc avec les dips, les tractions et les muscle-up. Comme ça, elle va partir d'une base où elle maîtrise presque pas les mouvements, donc elle va vite progresser, et tu vas avoir une phase de relance entre guillemets, et psychologiquement ça va mieux se passer, et la saturation, elle sera moins présente je pense, jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver ses mouvements classiques et reprendre le cours normal des choses. Donc c'est bien de pouvoir dériver vers un objectif qui initialement n'aurait pas dû être là, mais dans la situation actuelle, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc, pour pallier à la saturation mentale, finalement, tu vas aller sur un objectif qui est plus adapté à la personne qui va, dans ce cas-là, être blessée. Et sur quelqu'un qui n'est pas blessé, comment est-ce que tu gères ça ? Sur quelqu'un qui n'est pas blessé, si on observe une saturation mentale parce qu'il n'y a pas d'objectif, fixe une compète avec ton athlète. Même si ce n'est pas une compète, on va dire, importante sur laquelle initialement il aurait dû exécuter, peut-être juste faire une petite compète régionale alors que le type a un niveau national, c'est pas gênant. Au moins tu t'exerces et tu sais pourquoi tu te prépares. Tu sais pourquoi tu vas passer 3 heures à l'entraînement. Donc déjà ça peut être une bonne solution. Et après, déterminer pourquoi il est en saturation. Est-ce que ça va venir des éléments externes qui du coup vont un petit peu le bouffer psychologiquement, et donc là du coup il y a un travail à faire de son côté. Il faut juste arriver à avoir les conversations pour les mettre en évidence et que lui il puisse agir dessus. Donc là pareil, tu peux faire écrire qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je vais faire en fonction de ce problème. Un problème et une solution, et ensuite tu mets des objectifs pour régler ces soucis-là. Ok. Et parfois on peut voir que l'externe joue beaucoup sur l'entraînement. Et là, la part du prépa mental sur le fait d'avoir ce que j'appelle moi le bouton on-off, où tu viens mettre sur off ton cerveau pendant l'entraînement, tu déconnectes complètement de l'extérieur, et sur on, une fois que tu retournes à l'extérieur, tu ne penses pas du tout à l'entraînement. Tu vois, ça va de pair. Parce que pareil, si tu penses à l'entraînement tout le temps, toute ta journée, une fois que tu arrives là-bas, tu es déjà vidé. Donc le bouton on-off, j'aime bien le prendre comme image, et souvent c'est bien compris par les athlètes. Après, c'est plus difficile de le mettre en œuvre, mais au moins ils ont un axe de boulot déjà. Ouais, et puis tu peux toujours utiliser les ancrages comme tu le fais pour la compétition pour justement faire ce switch on-off. C'est ça. C'est-à-dire, à la fin de mon entraînement, je vais ranger mon sac d'une certaine façon, je vais me laver les mains d'une certaine façon, c'est la fin, terminé. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'erreur quand j'étais compétiteur à penser, mais matin, midi, soir, la nuit, je me réveillais. Et en fait, surchargé, blessures et compagnie, parce que j'en pouvais plus. On l'a tous fait. Voilà. Moi, ce bouton on-off, c'est parce que je suis allé voir un prépa mental pour moi, parce que ça m'arrivait, tu vois. Donc, mais je pense que c'est important, et il ne faut pas hésiter en tant que coach de rediriger vers des personnes dont c'est le domaine de compétence. Tu vois, ça, je le sais par expérience perso, parce que je me suis un petit peu formé dessus. Mais encore une fois, ce n'est pas mon métier. Donc, je peux aiguiller, je peux donner des axes de boulot, mais j'aime bien quand c'est dissocié. Pareil pour la nutrition. Moi, j'ai des athlètes qui sont coachés en diète, en prépa mentale, et par mois pour le plan sportif. Mais je préfère, quand c'est possible, parce que c'est un budget aussi, mais quand c'est possible, je préfère ça. Parce qu'au moins, il sait que s'il y a un problème ou quelque chose à voir avec le nutri, il va l'avoir. S'il y a un problème sur le plan mental, c'est le prépa mental. Et s'il y a un problème avec la prog, c'est Alexis. Et au moins, tu dissocies bien les choses. Sinon, tu passes finalement du côté psy et tu fais tout sauf ton boulot, quoi. C'est le problème. La limite est mince. C'est difficile à mettre ces barrières-là, en vrai. Et justement, je te posais la question en off. La plupart des gens que moi j'ai connus qui faisaient de la force athlétique, sur la salle que j'avais, il y en avait beaucoup. C'était beaucoup de personnes vraiment névrosées profondément, qui avaient des gros problèmes psycho. Est-ce que c'est le cas de tous les athlètes, ou c'est vraiment moi qui n'ai pas eu de chance dans ceux que j'ai rencontrés? Et si oui, comment est-ce que tu gères cette part de psycho, parce qu'elle est quand même prédominante? Je pense que, déjà de manière générale, même si tu l'exclus à la force, la muscu, c'est souvent un sport de quelqu'un qui a un mal-être, soit psychologique, soit un mal-être forcément physique pour changer son apparence, soit des comportements à dérive qui l'ont amené dans un certain état psy, et où il a pris conscience que ça devait bouger, et donc il essaie de se reprendre en main. Donc ça déjà, ça amène un panel là-dessus. Et après, en force, je n'irai pas jusqu'à dire que tout le monde est comme ça, parce que c'est faux.
mais c'est vrai qu'il y en a pas mal. Et en fait, c'est plutôt la force qui, lorsque tu es dans un état de fatigue assez avancé, du coup, tu vas être un petit peu plus faible mentalement. Et c'est ça qui va faire ressortir ton problème psycho. Peut-être que dans un sport qui aurait moins de dominante nerveuse, ça ressortirait moins. Mais c'est vrai que quand tu as le système nerveux fatigué, il faut voir dans quel état on est parfois. Hein. Oui. Tu peux être vraiment à cran pendant 10 jours, 2 semaines, et c'est compliqué sur les relations sociales en dehors de la salle. Ça peut être compliqué, tu vois, pour moi en tant que coach, quand j'ai vraiment une grosse fatigue nerveuse en fin de préparation ou quoi, juste gérer du coup les problèmes des autres quand je fais les retours. Faut prendre plus de temps que d'habitude, tu vois, parce que si ton système nerveux il est KO, il est KO. Donc je pense qu'il y en a peut-être pas forcément plus que dans d'autres sports, mais par contre ça c'est plus visible parce que tu as un sport à dominante nerveuse et du coup ça se met ça se voit quoi. Ouais. Ok, je pense. Super intéressant. Après, j'ai pas assez de recul et de feedback dans d'autres sports pour dire si c'est le cas ailleurs ou pas. On est tous névrosés. On est tous fous. De toute façon, pour faire de la force athlétique, il faut être fou. Donc, je pense. Mais il faut avoir des choses à se prouver à soi-même plus que dans d'autres sports, je pense. Après, je me trompe peut-être, mais c'est mon avis perso. J'irai voir les prépas mentaux, je leur demanderai. T'as tout ce côté force, tu vois, et donc se prouver que t'es plus fort que l'autre. Déjà, c'est qu'il y a peut-être un truc qui est pas net. Ouais. Si tu as besoin de prouver que toi, tu es plus fort que l'autre, hormis le côté compétiteur, mais juste en loisir, prouver que c'est toi qui mets le plus lourd dans ta salle, si tu commences à réfléchir comme ça, c'est qu'il y a peut-être un problème un peu plus profond. Ouais, je suis complètement d'accord. À l'inverse, par contre, ça peut donner des... Moi, j'avais déjà eu des athlètes qui étaient très mal dans leur peau, donc très fins, avec des physiques peu construits, on va dire, et très introvertis. Et le fait de progresser en force, tu vois, quand tu récupères un athlète qui a 17 ans et qui fait 60 kilos, et il fait 60 kilos développé couché, tu le prends en main et 2 ans plus tard, il est passé de 60 à 80 kilos, et son développé couché, maintenant, il bench 110, donc c'est plus que 90% des salles de sport commerciales. Ben là, il peut peut-être prendre un second souffle, avoir un peu plus d'assurance, et du coup, tu vas avoir des répercussions positives sur sa vie professionnelle, sur ses interactions sociales. Il va peut-être passer de très intériorisé à ouvert sur l'extérieur. Donc ça peut aider aussi. Il n'y a pas que des facteurs négatifs dessus. Ah oui, non, carrément. C'est l'avantage de ces sports-là, c'est que comme tout est quantifiable, tu peux voir ta progression et donc prendre vite confiance en toi. Et... Enfin, je trouve ça assez génial comme sport. Aujourd'hui, on a pas mal d'entraîneurs qui nous écoutent qui ne sont pas du tout du monde de la force athlétique. Ouais, il y en a très peu, je pense. À voir. Je te dirai si j'ai des retours. Plutôt dans le sens où il y a peu d'entraîneurs de force athlétique par rapport à des entraîneurs de foot. Et du coup, comment est-ce que je peux utiliser un peu tout ce dont on a parlé ou de la spécificité de ta discipline pour utiliser ça dans d'autres sports, dans d'autres prépas physiques, etc. Là, c'est plus la force au sens large et au sens général. Pour moi, c'est toujours la même image de cette pyramide où vraiment à la base de la pyramide, tu as la qualité mère qui est la force et va découler la performance des autres qualités. Donc avoir une base de force, ça va forcément être utile pour n'importe quel athlète dans n'importe quel sport. Tu vois, autant sur le côté puissance, si tu es plus fort, tu vas généralement être plus puissant. Autant sur le côté stabilité, si tu as une meilleure force en termes de proprio, et là ça va pas être du bosu, tu vois, c'est si tu es plus fort sur ton squat, généralement tu vas avoir une meilleure proprio, donc tu vois, tu vas avoir des impacts positifs sur plein de qualités différentes. Et l'entraînement en force, de toute façon c'est plus à démontrer, mais il fait partie intégrante d'une prépa physique. Après, ce qui est important à remettre en cause, c'est que nous, on est fort, mais sur un plan très spécifique. Tu peux prendre les meilleurs powerlifters de France ou du monde, demande-leur de faire un Zercher squat ou un overhead press. S'ils ne le bossent pas à côté et qu'ils ont une approche très spécifique, ils vont avoir des perfs beaucoup plus basses qu'un mec qui fait juste de la muscu et qui pratique ces mouvements-là. Ouais. Donc on a vraiment des profils qui sont très forts en SBD, mais qui ne sont pas capables d'enchaîner 10 tractions et qui ne sont pas capables de faire 50 kg à l'overhead press.
Ce qui normalement devrait être quelque chose de facile vu leur standard. Facile ou au moins réalisable, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à noter. Pareil, un powerlifter qui a tout le temps l'habitude de s'entraîner avec ses genouillères, ses bandes de poignets, sa ceinture et toute sa hype et ses gris-gris autour, si tu lui enlèves tout et qu'il n'a pas l'habitude de le faire, ben là, les performances, elles sont beaucoup plus basses. Donc, c'est vraiment des perfs qui sont spécifiques et il faut vraiment les prendre comme tels. Et justement, c'est bien que tu abordes ça. À quel moment tu utilises ces outils, donc les sangles, les ceintures, etc. Parce que dans les salles de muscu classiques, on l'a tous vu, le mec qui met la ceinture lombaire pour faire ses biceps curls, quoi. Oui. À quel moment c'est vraiment utile une ceinture et en quoi c'est utile? Parce que des fois, on se dit c'est pour protéger. Je sais qu'en FA, on l'utilise différemment, donc tu vas sûrement nous décrire un peu l'utilisation. Mais quand est-ce que je décide de l'utiliser ou non? Bah déjà, pas pour les biceps. Ah merde. Non, mais en gros, la ceinture, tu dois pas la mettre, et n'importe quel matos, comme les genouillères ou quoi, tu dois pas les mettre pour camoufler des douleurs ou des déficits de force. Tu dois mettre ton matériel pour optimiser et augmenter ta performance. Donc, si je sais pas maîtriser mon bracing, le fait de pouvoir me compacter, etc., avec ma respiration sans ceinture, ça sert à rien que je mette ma ceinture parce que je vais toujours pas y arriver. Par contre, une fois que tu sais maîtriser ta capacité respiratoire et le fait de te compacter sans ceinture, quand tu vas la mettre, tu vas avoir ce qu'on appelle un feedback et tu vas pouvoir ressentir, c'est du kinesthésique là, tu vas pouvoir ressentir des choses qui vont te permettre de l'optimiser. Donc typiquement, moi quand j'ai ma ceinture, je sais que quand je fais mon inspiration, je vais pouvoir me neutraliser un petit peu mieux parce que je vais sentir ma colonne par rapport à la ceinture et je vais pouvoir, une fois que j'aurai pris mon air, pousser mes obliques contre ma ceinture. Et ça va pouvoir me compacter encore plus, me rigidifier encore plus et augmenter le paramètre que je maîtrise déjà sans. Donc, l'utiliser à bon escient, c'est ne pas déjà le mettre trop tôt dans la pratique, faire des phases où des fois je ne l'ai pas aussi, et ne pas dépendre que de ça. Tu vois, comme les bandes de poignet, un truc simple à mettre en place, mais si la personne a 150 kg développé couché et doit mettre les bandes de poignet à partir de 70 parce que ça lui fait mal, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Parce que tu es censé pouvoir tenir une barre à 70 sans avoir le poignet qui crie. Donc tu peux déjà coacher le fait de faire ta première barre, 70, 100, 120 et 130 sans les bandes, et ensuite tu les intègres sur ton lourd pour redevenir un peu plus spécifique à la compétition. Ça va toujours dépendre de le moment de la saison et les objectifs de ton entraînement. Ok. Et pour des mecs qui ne sont pas en force athlétique, muscu classique? Ouais, tu conseilles de les utiliser ou jamais? Non. Pour moi, si tu fais juste de la muscu à dominante hypertrophie, à part tes sangles de tirage, parce que tu vas pouvoir désengager un peu ton avant-bras et ton biceps pour mieux centraliser sur ton dos, sinon, pas trop d'intérêt. Ok. Ou pathologie très spécifique de quelqu'un qui a vraiment pas de possibilité, par exemple sur un squat barre basse, de garder son poignet cassé sans avoir de douleur, bah là tu vas placer une bande de poignet parce que c'est une position relativement passive, tu vois, tu peux pas exercer trop de contraction pour le stabiliser. Là ça peut être ok, mais sinon pour de l'hypertrophie classique, pas besoin de matos, quoi. On parlait de respiration avec le bracing ou la méthode de Valsalva. C'est différent les deux. Alors est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux et quel est l'intérêt vraiment sur la performance? Bah, du coup, la différence, c'est que, en gros, sur le bracing, tu vas pouvoir intégrer ta manœuvre de Valsalva. Mais par contre, ça va être moi, j'aime bien dire que c'est un ensemble de systèmes associés entre eux. C'est-à-dire que tu vas avoir Valsalva, mais tu vas aussi avoir une contraction volontaire des dorsaux. Tu vas avoir un côté neutralité, placement neutralité, l'alignement de ta cage thoracique avec ton pelvis. Tu vois, si tu dis juste Valsalva, c'est juste glotte fermée et le fait de créer de la pression intra. Si tu fais juste ça, tu n'arriveras pas à lutter contre un squat à 300. C'est si tu mets tout l'ensemble à côté, où là, oui, ça va fonctionner. Et l'idée, du coup, c'est de créer des pressions intra-abdominales, d'accord, pour créer un caisson rigide et étanche sur la section moyenne du tronc, et à partir de là, venir le comprimer. Et le fait d'engranger plus de pression intra, tu vas pouvoir mieux résister contre la contrainte de la charge. Et en plus, du coup, tu vas avoir le penchant performance qui va être augmenté, parce que tu vas mieux transmettre tes forces et pas te déformer.
et le penchant santé, parce que tu vas réduire les forces de compression au niveau intervertébral. Donc tu vas avoir les deux penchants qui vont être optimisés. Ok, super intéressant. Et ça me fait penser justement, on parle de pelvis, du périnée. J'en ai discuté avec Johan Vitton, qui est kiné des équipes de France de gym, qui est aussi prépa physique dans un pôle France et qui pratique l'AFA lui en loisir. Et on discutait de ces femmes en force athlétique, on voit qu'ils s'urinent dessus, littéralement, c'est plus des fuites à ce niveau-là. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment commun? Comment est-ce que toi tu le coaches avec les femmes? Est-ce que vous avez un renforcement périnée et une sensibilisation par rapport à ça, ou est-ce que vous faites en fonction des problèmes qui apparaissent? Alors, déjà, le système du bracing et la force athlétique, c'est destructeur pour le périnée, quoi qu'il arrive. Peu importe comment tu le pratiques, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette compression, et du coup, ça pousse les organes et les viscères vers le bas. Donc, le périnée, il est en forme de trampoline en dessous, et puis lui, il est comprimé. Donc, tu es obligé que ce soit destructeur. Ce qu'on fait avec le bracing, c'est de l'exercice hyperpressif. Tu crées de la pression. Ce qu'il faut faire pour le périnée, du coup, c'est de l'hypopressif. Donc, tu essaies de tout remonter pour limiter les contraintes sur le périnée. À partir du moment où tu fais de l'hypopressif pour décomprimer, déjà, tu as un plus de ton côté. Parce que si tu n'en fais pas en dehors de tes entraînements, du coup, ça peut être dérangeant pour les femmes comme les hommes, d'ailleurs. Chez les femmes, c'est plutôt le côté urinaire qui lâche. Chez les hommes, c'est plutôt le côté fécal. C'est parce que la morpho du périnée, de l'utérus et tout, ça joue dessus. Mais du coup, tu peux faire des exos hypopressifs et aussi des exos de tonification sur le périnée, si c'est le cas. Ça, c'est le taf d'un kiné parce qu'il faut déjà isoler si ça fonctionne de manière équilibrée sur ton périnée ou si c'est une zone qui est déficitaire par rapport à une autre, parce que tout n'est pas égal. Et des fois, on s'acharne à faire de la tonification périnée, mais des fois, il est trop tonique. Donc là, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Et ça, c'est le taf d'un kiné. Donc tu renvoies vers des kinés Moi, s'il y a un problème récurrent là-dessus, je peux renvoyer vers des kinés. Des soucis de fuite urinaire chez les femmes, il y en a quasiment tout le temps. Chez quasiment toutes. Plus ou moins important. Avec l'âge, ça peut jouer. Et aussi, tu peux, toi, de ton côté, en tant que coach, déjà modifier la position de la ceinture, qui peut faire des forces de compression qui sont un petit peu différentes. Et des fois, sans changer la position de la personne, juste avec une ceinture placée un peu plus haute ou un peu plus basse, ça peut régler un petit peu le souci. Et également, sur un soulevé de terre, c'est là où on le voit le plus souvent, passer d'une prise sumo à une prise tradi, en fait, tu fais fermer, en fait, et donc, il y a moins de soucis aussi. Ok. Ou des fois, tu trouves un entre-deux entre sumo complet et semi-sumo. Donc déjà, tu peux jouer sur ta position, la position de la ceinture, les exos hypopressifs qui, dans tous les cas, seront bénéfiques, et après, chercher à voir si c'est un manque de tonicité ou une surtonicité. Ok. Et est-ce que tu as un retour un peu sur la pratique au long terme de l'AFA? Tu me dis que c'est destructeur. Ça amène à quoi? Ça amène à des descentes d'organes avec des opérations? Est-ce que c'est juste des fuites de temps en temps? J'ai jamais eu de descente d'organes chez une femme. C'est le pire, entre guillemets, que j'ai vu, c'est juste des grosses fuites urinaires là-dessus. Mais à haut niveau, ça arrive très souvent. C'est-à-dire que sur un plateau championnat du monde, tu as les mecs qui chargent les barres, qui ont la serpillière à côté et qui nettoient à peu près constamment. Et justement, j'allais te demander par rapport au règlement de la Fédération internationale, il n'y a rien qui est fait par rapport à ça pour essayer justement de limiter? Non. Ok. C'est pas sanctionné si tu urines sur le plateau, quoi. Ok. Nous, on se faisait avoir en judo, si tu vomissais sur le tatami, tu perdais. Ah ouais? Nous, on vomit sur le truc, sur le plateau aussi, et bon, pour l'instant, rien. Profite. Mais ce problème-là, ça arrive très souvent, pas pour les fuites, pour le vomi, ça arrive très souvent chez les athlètes qui font des grosses descentes au poids. Ouais. Et la différence avec un sport de combat où la pesée est la veille, par exemple, c'est que nous, la pesée, elle est 2 heures avant le passage. Donc en fait, la phase de refeed, quand tu recharges ton hydrique et ton alimentaire, elle est très courte. C'est une fenêtre qui est très brève. Et donc, si la personne assimile mal ou alors fait une recharge trop importante, du coup, ça sort parce qu'avec le bracing, tu crées tellement de pression que... Ok. Alors, en judo, ça dépend. Enfin, dans les sports de combat, ça dépend aussi des niveaux de compétition. Sur des niveaux régionaux, par exemple, c'est le matin même aussi, ou quelques heures avant. Donc, on a le même problème. L'athlète est moins préparé aussi, ça doit jouer.
Nous, l'avantage, entre guillemets, c'est que ça commence à être banalisé. Et du coup, les filles en parlent et m'en parlent. Donc ça, c'est un bon point. Ouais. Et chez les mecs, tu as déjà eu des problèmes aussi de... Urinaire, non. Mais ouais, des gaz ou même le fait d'aller aux toilettes entre les essais, c'est courant. C'est fréquent, ouais. Ok. Après, ça va dépendre aussi de ta qualité d'alimentation, ton timing d'assimilation et de la diversité de tes aliments que tu vas manger avant et la veille pour avoir un système digestif au point au moment où tu vas faire tes bracings. Ok. Et je reviens sur la spécificité du développement de la force. Donc, tout à l'heure, on parlait que la force, finalement, en force athlétique, est peu transférable. En tout cas, quand on va vers du spécifique. Dans tous les cas, un mec qui fait un sport et qui, à côté, se met à la force athlétique, il sera quand même, dans tous les cas, meilleur que s'il n'en avait pas fait. Même si c'est spécifique. C'était ma future question. Ouais. Donc, le but, c'était de dire jusqu'où on va dans la pratique de l'AFA pour améliorer le sport général. Est-ce qu'on se limite à avoir un bench à 1.3 ? Je crois, Poliquin, il avait sorti des standards comme ça. Je ne sais pas si tu les as en tête. 1.3 au bench, c'est faible quand même. Ouais, mais c'était en gros pour être un bon athlète, je le mettrais dans le. C'est les ratios de force de Poliquin avec l'overhead press, les tractions, le bench. Ouais. Et squat deadlift. J'ai plus exactement les chiffres en tête. C'est 2.2 le deadlift, je crois 1.8 ou 2 le squat et 1.3 il me semble le développé couché. 2 le squat, tu vois, si tu prends un athlète de 80 kg qui squatte 160, ça dépend du sport. Si c'est un sport vraiment à dominante de force où tu as besoin vraiment de ressources comme un rugbyman, ça suffit pas, je pense. Ouais. Quelqu'un par contre qui... C'est une base minimale. Ouais, quelqu'un qui va en avoir plus besoin pour optimiser son sport et bosser le côté prophylaxique, là ça peut être intéressant. Oui, je suis sur un mec qui fait du badminton. Ouais, voilà. Il n'y a pas des niveaux de force max nécessaires. Ça peut être bien. Ok. Ouais. J'ai retrouvé la question que j'avais au niveau du développement de la mobilité. Ouais. Donc il y a des standards, comme on disait tout à l'heure. Par exemple, le standard en squat, c'est cuisse à l'horizon, enfin en dessous de l'horizontale. C'est le creux de la hanche qui passe sous la parallèle qui est au sommet du genou. C'est ça. Donc ça demande quand même une mobilité importante. On a pas mal d'athlètes dans plein de sports qui n'ont pas cette mobilité-là. Est-ce que toi, tu utilises certaines méthodes pour développer cette mobilité et aller jusqu'au standard ? Alors des fois, il faut comprendre que parfois, tu n'atteins pas le standard juste par un défaut de position. Tu as des athlètes qui sont suffisamment mobiles, mais qui n'arrivent pas à atteindre ce standard-là parce qu'ils sont placés soit avec trop d'extension, et du coup, tu as une flexion de hanche qui est très profonde, et ça avance pas assez sur les chevilles et les genoux, du coup, tu n'atteins pas la descente. Donc ça, c'est un point. Par contre, après, en termes de mobilité, bien sûr, ça se travaille. Moi, j'aime bien centrer le travail de la mobilité, à part chez un athlète de très haut niveau où là, on a besoin de quelque chose de spécifique en dehors de l'entraînement. Mais sinon, j'aime bien le centrer en warm-up. En fait, je fais ma mobilité intégrée à mes exercices d'échauffement. Donc, ça peut ressembler à, tu vois, une mobilisation des hanches avec des hip cars droite et gauche, où là, tu vas venir déverrouiller et explorer quelques surfaces articulaires qui sont délaissées habituellement sur le squat. Et ensuite, pourquoi pas mettre un goblet squat relativement lourd pour avoir une contrainte de charge qui appuie dessus, avec une pause en bas où tu demandes à l'athlète de faire une pause au plus bas possible et où il se laisse un peu passivement tomber pour gratter un petit peu de mobilité aussi dessus. Donc tu peux avoir ta mobilisation articulaire spécifique et ensuite tu l'intègres petit à petit à ton mouvement qui se rapproche de ton pattern. Donc tu n'utilises que de la mobilité active finalement et pas trop de souplesse passive. Ouais, la souplesse, je la travaille pas. Ok. La souplesse, je la travaille pas, c'est vraiment de la mobilité active qu'on travaille. Ou de la mobilisation, finalement même la mobilisation sans charge, elle est active aussi. C'est des hip cars ou des pads and rails pour gratter des amplitudes. Cette notion de gainage justement. Toi, tu as suivi les formations de Fred Cossé, non ? Fred Cossé, ouais, j'ai fait les 2 niveaux. Ouais, ça m'étonne pas. Parce que c'est un peu ce qui prône. Mais du coup, c'est Fred Cossé qui me coach aussi sur la partie réhab-préhab. Ok. Et ensuite, j'ai un autre coach pour la force athlétique. Et les deux fusionnent leur programmation. Et moi, je la suis. Ok, super
Super intéressant. Ça, je me fais éclater par 2 personnes. Mais j'irai voir Fred justement pour savoir un peu comment il fonctionne. Ouais, tu vas te régaler. Ancien judoka aussi. Oui. Comme quoi, il n'y a que des bons. Ouais, c'est bien parce que ça casse un peu des mythes où on te dit il faut aller chercher la souplesse passive pour développer une réserve de souplesse pour ensuite la mettre en utilité directement dans ton mouvement, quoi. Ben, ça, je suis d'accord sur le principe d'avoir une capacité de réserve. Mais par contre, pourquoi pas avoir une capacité de réserve juste en mobilité active, tu vois. Parce qu'il ne faut pas oublier que, en fait, il ne faut pas que tu en demandes trop à ton athlète. Parce que déjà, en termes de taux horaire de pratique, la FA, c'est long. Le fait de faire ta montée en gamme, te préparer, faire ton top 7, tes back-off, ton assistance, nous, on a des séances qui durent des fois 3-4 heures. Donc, si tu rajoutes en plus à ton athlète des séances de stretch passif chez lui, 95% des cas, il ne va pas le faire déjà. Ouais. Donc, c'est pour ça que je choisis de le mettre en début. Et faire du stretch passif en début, ça n'a pas des bonnes vertus sur le plan renvoi et production de force. Donc, j'en mets pas. Okay. Mais par contre, oui, être capable de faire un squat entre guillemets complet qui va bien plus bas que le squat de compétition, ça c'est un prérequis que j'aime avoir. Parce que je me dis, si le mec a besoin de plus descendre parce qu'il se fait écraser, il ne maîtrise pas sa technique, au moins il ne va pas se blesser puisqu'il sait y aller. Ouais, non, c'est super intelligent. Et même sur la production de force, savoir et apprendre à produire des forces élevées sur des amplitudes entre guillemets dangereuses ou surmaximale par rapport à ce qui est demandé, tu seras forcément plus fort sur une amplitude ensuite qui est réduite. Ouais, tu vois, je pense à d'autres sports qui font, souvent en athlétisme, ils font des quarts de squat très très lourds. Alors ça peut être vu comme le squat spécifique, par exemple, comme pour nous avec le creux en dessous du genou. Mais je suis sûr que le mec qui fait des quarts de squat ou des huitièmes de squat très très lourds, s'il apprend à produire de la force avec un squat full descente, petit à petit, sur plusieurs cycles de progression, il sera forcément plus fort sur le reste. Et en plus, il préviendra ses blessures. En lancer, je sais qu'ils le font. Ils font effectivement du quart de squat, mais ils en font de plus en plus au plus ça rapproche de la compétition. Quand ils sont loin, ils font aussi du squat complet, du squat profond, etc. C'est de la spécificité qui est bien gérée, mais voilà, avoir un ensemble équilibré sur ta qualité de production dans des amplitudes extrêmes, c'est important aussi. On connaît tous ce mec qui te dit je squatte du 300 et en fait il sort la barre et il la repose. Et toi tu dis ouais, moi je squatte que 100, mais par contre j'ai les fesses qui touchent le sol. Et qui est le plus fort des deux, je sais pas. Tu vois. Chacun est plus fort à son degré de spécificité. C'est ça. Mais sur un mec qui squatte, je reprends le même exemple, mais à 100 kg cul par terre, est-ce qu'il ne soulèverait pas plus que 300 finalement sur cette amplitude-là à tester? S'il l'entraîne. Parce que s'il n'a pas l'habitude de le faire, c'est sûr que non, parce que le tronc ne tiendrait pas. Et s'il a l'habitude de le faire, peut-être que l'habitude de mobiliser plus de masse musculaire dans des amplitudes plus grandes, il pourrait peut-être y arriver. Comment est-ce que tu gères la récup? Parce qu'il y a quand même des temps de récup très très longs. Tu veux dire au sein de la séance, des séries et des séances. Est-ce que le groupe d'entraînement vient occuper un peu l'athlète? Est-ce que tu mets de la mobilité, du travail neuro, du travail de visualisation, d'autres choses en place? Ou est-ce que tu les laisses vraiment libres de ça? Alors, tu vois, les travails de mobilisation, pour prendre l'exemple du bench, nous, on sait qu'au bench, on cherche à réduire l'amplitude. Donc, pour réduire l'amplitude, à part te couper les bras, tu es obligé d'avoir une extension thoracique qui est plus grande. Donc, pareil, dans un souci de temps, vu que l'athlète va peut-être prendre entre 3 et 6 minutes de récupération, il va avoir totalement le temps, pendant sa récupération, de prendre une haltère ou un disque et faire 8 répétitions au pullover où tu vas chercher à avoir de l'extension thoracique. Donc il va pouvoir intégrer son travail de mobilité à sa récupération, rendant la densité de la séance un peu plus intéressante et en limitant un petit peu le temps passé à la salle aussi. Ouais. Donc tu essaies de gagner finalement sur des mouvements accessoires pendant les récup, des mouvements importants, quoi. Tu peux, mais après il faut faire attention que ça n'altère pas trop ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'on prend de grosses récupérations, pas que pour récupérer au niveau du système nerveux, mais aussi pour être spécifique à ta compétition. Parce qu'à la compétition, le minimum qui est dans le règlement, c'est 6 minutes. Le maximum, c'est 15. Donc des fois, entre un squat et 2 squats, tu as 15 minutes de récup. Donc si tu as l'habitude d'en prendre que 3, tu vas être paumé et tu ne pourras pas reproduire la même force ensuite. Ok. Moi, j'ai fait une formation en développement neuro
enfin, reprogrammation neuroposturale. Tu as fait laquelle? Labo RNP. Je leur passe le bonjour. C'est plusieurs fois que je les cite dans le podcast. Justement, est-ce que toi, tu as déjà mis en place ce genre de choses? Est-ce que tu es formé là-dessus? Est-ce que tu trouves ça intéressant ou pas? J'ai pas été formé sur la neuro. Pourquoi pas? Mais c'est un côté sur lequel il faut que je me penche. Okay. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout intégré cette approche-là. Ok. Parce que moi, je te posais la question parce que justement, on prenait l'exemple de squat et de soulevé terre comme mouvement test. Et avec une mobilisation oculaire ou vestibulaire, tu voyais des gains. Mais il y a des gros gains en termes d'amplitude, de force et d'amplitude qui sont incroyables. Tu vas gagner 15-20% sur une barre juste en faisant 3 mouvements oculaires. Et tu t'es dit non, mais il y a un souci et c'est assez sympa à creuser. Mais même sur les sensibilisations, tu vois, sur la voûte plantaire, des choses comme ça, poser la question sur la qualité du routing, des appuis et du coup de la transmission des forces qui en découlent, il y a des gains qui sont faits là-dessus. Moi, j'ai quelques athlètes qui jouent aussi là-dessus, le fait de se gratter un petit peu la voûte plantaire, etc. Même moi, personnellement, j'avais fait dans le cadre d'une réhab un peu de reprogrammation avec les tests archaïques. Donc ouais, j'ai quelques connaissances, mais je ne le maîtrise pas suffisamment pour l'intégrer à mes coachings. Okay. Et justement, le travail du pied, donc c'était ma question. On sait qu'un pied faible n'aide pas le transfert de force. Donc en FA, ça doit jouer quand même beaucoup sur soulevé terre et squat. Même si le développé couché, ça y est, il y a quand même moins de force produite par les jambes que par le haut. Est-ce que c'est un truc que tu travailles, que tu vas renforcer le pied, ou est-ce que tu le laisses neutre? Comment est-ce que tu gères ça? Ouais, du coup, c'est ce qu'on appelle le routing, donc l'enracinement par traduction. Et donc l'idée pour nous, c'est de former un appui avec ce qu'on appelle le tripod foot, d'accord? Donc plutôt vers le gros orteil, plutôt vers le petit et ensuite vers le talon. Et ensuite, tu viens vraiment l'ancrer, tu viens serrer au sol pour rigidifier ta voûte plantaire. Et à partir de là, tu sais que tu as tes appuis qui sont vraiment stables et solides. Parce qu'en fait, si tu as la production de force d'un 300 kg avec tes cuisses, mais que les pieds ils produisent 200 kg, tu ne pourras pas transmettre 300. Ça sera un maillon faible. C'est le premier contact qu'il y a avec le sol. Donc un pied qui sait bien réagir et qui arrive à produire une bonne force, c'est un gros gain sur ton squat et ton soulevé de terre. Après, comment on l'entraîne et est-ce qu'on s'y attarde? Oui. Déjà, les personnes qui squattent avec des chaussures de squat, donc avec les talonnettes, et des personnes qui squattent à plat, il y a des différences. Ceux qui sont à plat, généralement, ils y arrivent mieux. Il y en a d'autres qui sont obligés de squatter avec les chaussures d'haltéro parce que par contrainte de mobilité. Donc tu as ça. Et un travail que j'aime bien faire, c'est faire squatter sur le jour secondaire d'athlètes pieds nus. Et ensuite sur le principal plus spécifique avec la chaussure. Et le fait d'être pieds nus, ça aide à conscientiser ce travail-là. Et du coup, ça permet d'améliorer ça. Parce que faut pas se leurrer, sur une single hyper lourde, tu peux pas te concentrer sur ton routing. Oui. Tu penses. Il y a tellement d'autres choses autour. Tu y penses sur ta gamme montante, mais si tu fais un max, tu penses à survivre et à pousser ta barre, quoi, tu vois. Donc il faut que ça soit vraiment des choses qui soient ancrées, en dissocié, on va dire. Ouais. Et ensuite, plus tu le travailles et plus tu l'expérimentes à côté, plus ça va s'automatiser. Ça, tu peux le travailler aussi sur le warm-up avec les petits mouvements, comme on a dit, le goblet squat, un one leg RDL, des choses comme ça. Si tu cherches vraiment, toujours pieds nus, à activer ton routing sur tout ça, plus tu fais la même chose sur ta gamme montante, ensuite tu peux l'occulter un petit peu de ton esprit sur la charge la plus lourde, et petit à petit, ça s'améliorera aussi. Ok. Ouais, donc tu fais travailler aussi pieds nus, c'était question. Ouais, ça m'arrive. Si vraiment je vois qu'il y a un déficit, je le fais. Okay. Sinon, je leur en parle pour qu'ils sachent que ça existe et de faire un petit focus dessus sans forcément faire le travail pieds nus si c'est pas nécessaire. Et la question de curiosité sur quelqu'un, par exemple, qui va avoir un pied qui s'affaisse énormément, tu l'envoies chez un podologue, tu le laisses comme ça, tu essaies de renforcer. Si jamais tu l'envoies chez un podologue, est-ce qu'on a le droit de mettre des semelles dans des chaussures de FA? Tu as le droit. Ok. Tu as le droit, mais par contre, je sais qu'il y avait eu des dérives en cherchant du coup à augmenter le drop. Donc il y a une réglementation que j'ai plus en tête d'un drop maximal autorisé. Parce que tu peux pas arriver avec un pied à l'équerre. Donc la taille exacte, je l'ai plus, c'est de l'ordre de peut-être 25 mm ou un truc comme ça. Okay. Mais sinon, oui, des athlètes qui portent des semelles, il y en a. Après, encore une fois, je ne suis pas assez sensibilisé sur le sujet pour vraiment fournir une réponse construite dessus. Mais j'estime que si tu mets une semelle de podo sur un appui de quelqu'un,
c'est, je vais peut-être me faire des ennemis, mais entre guillemets un peu un cache-misère qu'il faudrait travailler en amont sans artifice, entre guillemets, pour pouvoir le maîtriser et peut-être avoir un côté renforcement spécifique de ce côté-là, plutôt que de se dire « Ok, j'ai un problème, donc je mets ma semelle », tu vois. Ouais, c'est un peu comme l'utilisation finalement de la ceinture lombaire. Ouais, et puis c'est surtout qu'en fait, la semelle, elle va te créer une adaptation et comment dire, une bonne sensation, un bien-être au niveau du pied, mais relativement passif. Tu vas le mettre et ton pied, tu vas le laisser comme il était avant. Alors que si tu le travailles de manière active, là, tu vas pouvoir avoir des gains qui sont meilleurs et plus stables, je pense. Ok. Après, des techniques de routing, il y en a plein. Il y a du travail avec sangle aussi, je ne sais pas si tu as déjà vu. Moi, je faisais, mais avec l'élastique. Ouais, un élastique que tu tires. Ouais, en fait, tu accroches l'élastique au sol, tu le tends, tu dois le retenir. Et tu le retiens et tu fais tes mouvements, tes squats, ce que tu veux. C'est ça. En gardant justement l'ancrage. Mais ça, tu peux le faire en termes de progression, le faire seul, puis ensuite le faire avec un goblet squat, puis un high bar squat et petit à petit l'intégrer. Tu as plein de travaux comme ça que tu peux faire, je pense, avant de mettre des semelles. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. On va passer aux questions de la fin. Ouais. Classiquement, qu'est-ce que c'est un bon entraîneur pour toi ? Déjà, il s'entraîne. Et un bon entraîneur, en tout cas sur la force athlétique, c'est quelqu'un vraiment qui va être à l'écoute de son athlète. Parce qu'on sait que les paramètres externes, ils jouent énormément. Donc si tu restes focus uniquement sur ta planification et sur les retours que te fait l'athlète en termes de vidéo, uniquement sur ton mouvement très spécifique, tu vas passer à côté de plein de choses. Et du coup, l'adaptation qui fera sa progression sur le long terme et son adhérence, elle sera occultée, quoi. Quelle formation tu conseilles aux auditeurs ? La formation de Fred. Fred ne me remercie pas. Qui s'appelle Athletic Move ? Athletic Move 1 et Athletic Move 2. Pourquoi je les ai faites ? Parce que généralement, c'est plus destiné aux préparateurs physiques et aux kinés. Mais moi, je suis très spécifique dans mon sport. C'est justement parce qu'on est tellement spécifique que j'aime bien m'ouvrir à autre chose. Et ça permet d'avoir des connexions qui sont faites avec d'autres corps de métier aussi, parce qu'on discute une fois qu'on y est. Et puis, une approche qui est plus globale sur des qualités physiques qui sont à améliorer, des axes d'optimisation. Tu vois, le travail du routing avec la sangle, ça vient de là-bas. Ouais. Donc, cette formation est vachement bien, je trouve, très complète. En plus, ça dure une semaine à chaque fois. Ouais. Des livres à conseiller ? Et si, mes séminaires. Ah, vas-y, fais ta promo. Mes séminaires sur la programmation, sur l'optimisation des mouvements. Et là, il y en a un qui sort en novembre sur la gestion de la blessure. Sans ça, on le mettra en lien sur ta page expert sur le site. Plaisir. Si jamais tu veux envoyer des extraits ou quoi, on verra ça. Quel livre tu conseilles de lire ? Quel est l'incontournable ou les incontournables pour toi dans l'entraînement ? Alors, pour l'AFA, c'est pas trop un livre, mais par contre, c'est un site qui en fait synthétise beaucoup d'études. Et ça s'appelle Stronger by Science, qui est fait par Greg Nuckols, qui était qui l'est toujours d'ailleurs, powerlifter et doctorant. Maintenant, je crois qu'il est maître conférencier. Et du coup, avec son équipe, il synthétise et il vulgarise par moment pas mal d'études. Du coup, c'est plus simple à lire, tu prends un peu moins de temps de recherche et c'est très complet sur plein d'axes différents. Ok. Et des livres sur l'entraînement ou autre que l'entraînement d'ailleurs, de manière plus générale. Autre que l'entraînement, je dirais... C'est pas une question évidente en fait. Je sais pas trop lequel, je dirais. Les livres de Joko, je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est un ancien Navy SEAL qui a une grosse part d'entraînement dans sa vie aussi et qui est très basé mindset. Donc ces livres à lui, il y a plusieurs ouvrages qui sont dispo sur Amazon, etc. Joko Willink. Ok. Et je mettrai en lien. J'aime bien ces livres à lui. Ok. Il y a un livre qui est un petit peu sous forme de commandement militaire, si tu veux. Et donc, c'est sympa à lire. Ça ouvre un petit peu à d'autres choses. Ok. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent ? Aux entraîneurs qui nous écoutent ? Faire ça avec passion. Faire ça avec passion parce que
sans passion, tu réfléchis pas de la même façon, je pense. Et c'est important, via ta pratique perso et le fait d'être passionné, de se mettre à la place de ton athlète, parce que souvent, quand on rentre dans une routine, tu as des phrases qui reviennent en tant qu'entraîneur. Et ça arrive qu'on ne se mette pas assez souvent à la place de notre athlète. Et donc, la compréhension, elle peut être un petit peu différente de chaque côté. Quand toi, tu veux faire passer un message, l'athlète qui est en face, il va peut-être pas le recevoir de la même façon. Donc, faire un petit step en arrière et recontextualiser les choses, je pense, c'est important. Ok. Alexis, merci beaucoup. Merci à toi.